Il y a celui qui va faire un crédit pensé, posé pour acheter une maison, avec une capacité d'emprunt qu'il sait qu'il peut se permettre. Et il y a celui qui va complètement flamber, craquer, faire un crédit à la conso et acheter une voiture hors de prix qui va revendre à perte dans 1 an parce qu'il n'aura plus la capacité de la revendre. C'est exactement la même chose quand on parle de dette technique. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain, ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeurs à managers, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, petit épisode, on l'a promis, on en a fait la promesse. Tous les deux, on va voir si on arrive à la tenir. Petit épisode sur la dette technique avec Pierre et moi-même. Salut Pierre, comment ça va? Salut Julien, ça va plutôt bien. Début du mois de février, alors je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais ça se passe plutôt bien. Les beaux jours reviennent, les jours s'allongent, c'est que du bonheur, comme on dit. Et toi, comment ça va? Écoute, moi aussi, ça va. Je me suis un peu fait rouler dessus au boulot en janvier, mais ça Ouais. peut que s'améliorer, je pense, à partir de maintenant. Mais non, bah, c'est toujours comme ça, tu sais, en janvier, tout le monde se réveille et puis en même temps, quoi. Et puis il y a puis les performance review et les promotions et préparer l'année et les roadmaps et tout ça. Donc c'est que du bonheur, mais bon, en même temps, les choses avancent, donc c'est cool. Et puis à Lisbonne, écoute, on est déjà sur 20 degrés quasiment tous les jours. Je bosse sur la terrasse. Oh, voilà, il y a pire. Comme tu le dis, les jours rallongent. C'est Ouais, que du bonheur. tu m'étonnes. Ouais, de mon côté, j'ai un petit chaton que j'ai adopté. Et ouais, ça a été un peu sport au début, mais c'est bien, ça forge, enfin, on va dire, ça me prépare si jamais il y avait un vrai petit qui arrive un jour. Je veux dire que, ouais, rater quelques nuits, plusieurs nuits d'affilée, 2 semaines de suite, c'est check, donc je sais à quoi m'attendre maintenant. Très bien, donc aujourd'hui, on va parler de dette technique. C'est un peu sujet interdit. C'est le subject we should not name. Mhm. C'est quoi déjà? Euh, C'est tout le monde en a? Non, je me rappelle plus c'est quoi la phrase exacte. C'est tout le monde en a, tout le monde sait ce que c'est, mais personne en parle. c'est un peu ça. Donc, on va essayer de démystifier la dette technique. Comme on dit souvent, le plus on a peur de quelque chose, le plus souvent, faut le faire. C'est Euh, ça. donc, déjà, on va commencer par parler du sujet, essayer de définir un peu ce que c'est que la dette technique, quels sont les risques et avantages, pourquoi on en a, pourquoi on n'en a pas, et puis ensuite, comment essayer de s'en débarrasser. Est-ce qu'on doit forcément s'en débarrasser? Beaucoup de questions et aucune réponse. On va essayer de répondre un peu. Donc, on va peut-être commencer à essayer de définir qu'est-ce que c'est la dette technique selon toi, Pierre? Alors, dette technique, il y a une définition que je veux donner, il y a surtout un écueil à pas aller dedans et à pas confondre surtout. Tout d'abord, la dette technique, ce n'est pas des mauvaises décisions techniques. C'est un point à bien mettre en parallèle et à bien être clair là-dessus. La dette technique, si elle est bien faite, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on maîtrise et qui a été décidé de manière, enfin qu'on le sait, qu'on prend une décision qui n'est pas optimum au moment donné, mais il y a une raison derrière. À ne pas confondre avec simplement, ce que j'appelle un échec technique ou une mauvaise décision ou tout simplement, malheureusement, de l'incompétence. C'est-à-dire, en fait, de faire du code qui est mauvais, penser qu'il est bon et pas se rendre compte. Et ça, pour moi, c'est pas de la dette technique. Ça, c'est simplement, une erreur ou enfin, voilà. La on va dire, il y a la bonne dette technique, il y a la mauvaise dette technique. Non, je rigole, mais la dette technique, à ne surtout pas confondre avec de l'incompétence ou des mauvais choix techniques dont personne n'est au courant. Maintenant que j'ai bien mis ça à part, la dette technique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, des choix qu'on prend au niveau de l'architecture, dont on sait qu'on va devoir plus tard payer le coût ou du moins, en fait, c'est littéralement dans le nom, hein, c'est une dette. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on décide de faire maintenant pour aller plus vite dans l'exécution d'un projet, dans l'exécution ou le time to market qu'on va avoir d'un produit. Mais on sait que dans les semaines, mois ou années à venir, ça va nous coûter d'avoir fait ce choix-là. Heu
C'est vrai, au plus simple que je peux la définir, c'est ça. À nouveau, ne surtout pas confondre avec: «Oh merde, non, ça a été codé n'importe comment, c'est de la dette technique». Non, 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 c'est plus que ça. C'est une erreur que vous avez faite ou que vous avez laissé passer du mauvais code. C'est pas la même chose que de la dette technique. Ça peut être englobé par la suite dans un panier, on va dire, de, s code qui est pas bon à refaire. Mais en tout cas, si vous vous en rendez compte plus tard et que vous étiez pas au courant, je considère pas ça comme de la dette technique, je considère ça simplement comme des mauvais choix techniques qui n'est pas de la dette technique. Donc je voulais vraiment faire le distinguo entre les 2. Donc voilà. Mmh. Donc dette technique, c'est une décision maintenant d'aller plus vite tout de suite, mais on sait que ça va nous coûter dans le futur. Un exemple, on décide de mettre, alors je prends un exemple très concret au niveau, code, mais on décide non pas de faire une belle architecture au niveau de nos bases de données, on décide de prendre nos objets JSON et de les enregistrer dans un seul field en base de données. Ce sera beaucoup plus rapide, mais ça va vous coûter cher plus tard quand vous voudrez faire des reports, quand vous voudrez faire évoluer vos modèles de données et tout ça. Mais vous pouvez le faire sciemment en vous disant: «OK, ça reste du JSON, on peut le décoder, on peut l'utiliser, c'est OK, mais on ne pourra pas itérer dessus de manière propre». Voilà, ça, c'est typiquement, par exemple, de créer de la dette technique. Intéressant la limite, assez hard que tu Mmh. mets entre les erreurs techniques et la dette technique. Je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord avec l'aspect dette technique, c'est vraiment de la dette et moi j'aime beaucoup vraiment revenir à l'aspect Ouais. financier de la dette, quoi. Et tu veux acheter, une maison, maintenant, tu as pas les moyens de la payer cash et ben tu prends de la dette, tu vas à la banque, et tu as ta maison et ensuite tu la rembourses, au fur et à mesure et du coup tu as un levier, ça te propose un effet de levier, on va en parler ensuite dans les risques et les avantages et pourquoi est-ce que c'est effectivement bon parfois de prendre de la dette technique? C'est, bah, parfois tu veux utiliser cet effet de levier pour aller plus vite et payer plus tard. Maintenant, heu, c'est comme la dette, c'est pareil, quoi. Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette en finance et mais à la fin, bah, tu dois quand même toujours la payer, quoi. Donc la stratégie, c'est vrai que, bah, si c'est de la mauvaise dette et bah, par définition, tu as pas pensé à ta stratégie pour la payer, avant. Donc peut-être que la stratégie pour la payer va pas être la même, mais finalement, c'est toujours la même chose, quoi. C'est bon, bah, voilà, tu as des intérêts, il faut faire un effort financier supérieur pour pouvoir la payer. Donc je trouve qu'au final, repayer de la dette, que ce soit de la mauvaise dette ou de la bonne dette technique, ça revient plus ou moins au même. Est-ce qu'il faut vraiment les mettre dans des buckets séparés ou vraiment les séparer quand on en parle? Alors, je pense que oui. Je vais reprendre de toute façon, on va, je pense, filer la métaphore de financière, tout du long, mais on va prendre l'exemple. Il y a celui qui va faire un crédit pensé, posé pour acheter une maison, avec une capacité d'emprunt qui sait qu'il peut se permettre, et il y a celui qui va, complètement flamber, craquer, faire un crédit à la conso et acheter une voiture hors de prix, qui va revendre à perte dans 1 an parce qu'il aura plus la capacité de la revendre. C'est exactement la même chose quand on parle de dette technique. Il y a une dette technique qui va être, on va dire, heu connu, et on sait qu'on a la capacité de la repayer plus tard, et il y a la dette technique qu'on n'aura pas le choix et qu'on va donc soit décider de prendre sans être sûr de pouvoir la repayer derrière, ou alors encore pire, c'est qu'on ne sait pas qu'on est en train de faire de la dette technique, et je pense que dans les 2 cas, ce qui va être amené plus tard, c'est à quel moment on peut la repayer. Donc du coup, on va avancer sur le point du coup des risques et de l'avantage. C'est exactement celui-là. C'est-à-dire, l'avantage qu'on va avoir d'une technique qui est contrôlée, c'est de prendre un raccourci à un moment donné pour aller plus vite sur un projet dont on sait qu'il y a un vrai potentiel. Par exemple, si on est une startup, clairement, toutes les startups font de la dette technique. À quel point elles peuvent se permettre de faire de la dette technique et jusqu'à quel point elles savent qu'elles font de la dette technique, là est la question. Mais le gros avantage qu'on a, c'est d'avoir un time to market, donc de livrer un produit avec peut-être des semaines, voire des mois d'avance, parce qu'on aura pris en fait ce chemin plus rapide. La question qui va se poser derrière, et c'est là où arrive le risque, c'est très bien, on a livré la première version du produit, on a coupé tous les angles qu'on pouvait pour livrer plus vite, mais maintenant on a nos clients. Maintenant, on commence à avoir du volume. Est-ce qu'on a trop grignoté la dette technique et du coup, on a les serveurs qui sont en rade et on peut plus, voilà, on pensait avoir quelques milliers d'utilisateurs, on se retrouve avec 10 000, 100 000 utilisateurs, tous nos serveurs font que de tomber. Ah bah oui, en partie, la dette technique qu'on a prise, c'est de pas avoir des serveurs qui peuvent auto-scaler.
Donc, du coup, on se retrouve à avoir un ingénieur qui passe quasiment une moitié de sa journée à juste à remettre les serveurs en route pour qu'on puisse contenir le nombre d'utilisateurs qu'on a. Donc, c'est un peu les risques qui vont être associés derrière. Alors, on dira que c'est un peu les risques de la réussite dans ces cas-là, et c'est bien. Un autre qui peut être amené au niveau du risque, c'est que voilà, on a des utilisateurs qui viennent, ça se passe bien, la première version a marché, mais ils sont très gourmands en termes de features qu'on va livrer par-dessus et qu'on a un peu mis dans la roadmap. Bah, pareil, si on n'avait pas pris d'aide technique, peut-être qu'on aurait pu livrer tous les sprints, donc disons toutes les 2 semaines ou tous les mois, voilà, on arrive à avancer sur des features assez conséquentes et avancer. Bah, peut-être que si on a pris de la dette technique, on n'aura pas le choix que de prendre peut-être pas 2 semaines, mais 3 semaines à chaque cycle pour pouvoir aller livrer la même valeur. Et ça, à nouveau, ça va être un risque qui va être associé à la technique. Donc, c'est un peu les deux approches. Donc, on peut pas dire que c'est bien ou pas, c'est juste qu'il faut en être conscient. Et c'est vraiment le point que je mets en avant et que j'aimerais vraiment mettre en avant dans cet épisode, c'est que plus on est conscient de sa dette technique, moins il y a de risques qui vont être associés derrière parce qu'on sait en gros combien s'élève la dette et combien on doit la payer. C'est un peu la capacité d'emprunt. Si on le sait dès le début, qu'on peut la mettre sur le papier et dire, OK, pendant les 20 prochaines années, cette capacité-là, je suis carrément capable de l'assumer, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si on prend des risques et qu'on se dit, bon, j'emprunte, on verra bien ce que ça donne dans le futur, généralement, c'est que ça peut mal tourner un moment. Donc, voilà. Ouais, j'abonde dans ton sens. C'est le plus, et c'est quelque chose dont j'avais peut-être un peu moins conscience quand j'étais plus junior, mais maintenant aussi peut-être en tant qu'adulte où on est amené à prendre de la dette financière et à se poser ces questions-là de comment est-ce que j'investis mon temps et mon argent. Finalement, on en revient à la même chose. Ça me rappelle, pour prendre un exemple très concret, ça me rappelle quand à l'époque du Launchpad de Swissborg, on a fait une série A qui était un peu une sorte de crowdfunding à peu près. Enfin, en gros, n'importe quel utilisateur de l'app pouvait investir dans notre série A, avec des guillemets. Et ce projet-là, ça a été vraiment décidé. Il a fallu aller très très vite. En quelques semaines, il fallait qu'on ait un truc qui marche. Et j'ai fait un épisode là-dessus. Je pourrais retrouver le numéro, mais je crois que ça s'appelle genre comment j'ai agilisé un projet perdu d'avance, quelque chose comme ça. Parce qu'à la base, on s'est dit waouh, on a tout ça à faire pour le rentrer dans l'application, coder, juste développer la partie de l'application, sortir l'application. C'était déjà short quoi, avec tout le Ouais. boulot qu'il y avait à faire. Et du coup, on a pris un peu de recul. On s'est dit ok, on revient à la mission. Quelle est la mission? La mission, c'est de rentrer du blé pour le crowdfunding. Donc, est-ce que soit on l'a pas, soit on miss le deadline et on le fait pas, soit on cut des corners, on coupe des angles et on le fait. Mais par contre, à quel point est-ce que ça va venir nous mordre plus tard, quoi. Ouais. Et du coup, on a tapé dans la main, on s'est dit, écoute, vas-y, on fait quasiment tout le développement en externe. Non pas qu'on a tout externalisé le développement, mais par contre, d'un point de vue architecture, on a mis un minimum dans Oui. l'application, on a tout mis sur des serveurs plus loin, on a tout fait en web, etc. Et du coup, quand tu cliques, ça t'envoie sur une page web, Mmh. alors qui était bien responsive et tout. Et, voilà. Et ça nous a permis d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et on a tiré la dette technique à mort. On a fait Mmh. un énorme prêt, mais sachant que ce Launchpad, on avait peut-être des volontés de pouvoir le refaire plus tard pour d'autres entreprises. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On n'a pas Ouais. encore même des clients pour faire du Launchpad plus tard. Donc, on va se concentrer sur nous. Et nous, notre besoin maintenant est partir du principe que potentiellement, on n'aura pas besoin de l'intégrer dans l'app un jour. Mmh. Et si on en a besoin, on fait une équipe dédiée. Et puis, voilà, on aura mis des trucs en place déjà qui leur permettront de ne pas partir de rien. Mais certainement, ils vont devoir tout recommencer. Mais c'est pas grave. La mission, c'est ça. Et au final, je trouve que c'est un bel exemple finalement, surtout maintenant que je connais l'outcome, je sais comment ça s'est Mmh. passé à la fin. On a réussi à tenir la deadline, on a réussi. Alors, il a fallu qu'on finisse le développement pendant que il y avait la crowdfunding, etc. Bref, c'était un peu bumpy. On a commencé à repayer le gros du capital, une bonne partie du capital pendant les quelques mois que le crowdfunding a duré. Mais à la fin, c'est un succès. On a réussi à lever des fonds et ça a fonctionné. En tout cas, techniquement, c'est un succès technique. Et puis, c'est un vrai succès parce qu'en vrai, on a réussi à quand même lever des fonds. Et au final, en plus, maintenant que je sais que on n'a pas refait, on a trouvé une autre façon de faire rentrer ce système de Launchpad dans l'application, mais d'une autre façon qui était un peu moins coûteuse, où on repartait pas de rien et on faisait pas un nouveau produit entre guillemets. Et au final, voilà, ça s'est bien passé et on a pu effectivement
virer une bonne partie. Et du coup, quand tu cours après une deadline, mais que tu sais que tu crées du code poubelle que tu réutiliseras pas, ben voilà, tu peux te permettre d'aller te faire plaisir et tant que c'est bien d'un point de vue scalabilité, sécurité, etc., tu mets ton curseur sur les trucs que tu veux vraiment qu'ils soient nickel. Mais par contre, bah, sur tout le reste, voilà, tu balances tout ça dans Heroku ou ce que tu veux, et tu fais ça vite et ça marche, quoi. Et puis ça scale et c'est pas si tight avec le reste de tout ton legacy que tu as à côté qui est censé être plus robuste, mais aussi plus difficile à maintenir. C'est ça. Bah, tu as touché un point qui est hyper important et c'est justement une des solutions que je voulais amener, dans notre podcast pour les gens qui nous écouteraient, qui se demandaient justement comment gérer de la tech technique. Surtout que, alors, je parle toujours dans l'optique où on la voit venir, justement, d'avoir du disposable code, donc en fait du code qu'on sait qu'on peut jeter et donc du coup de complètement, enfin pas l'isoler, mais de l'avoir en parallèle ou complètement à côté du système, c'est très souvent une bonne solution. C'est un peu malheureusement, c'est pas l'approche qu'on a parce qu'en tant que développeur, la plupart du temps, on veut toujours du code qui est réutilisable, du code qui va s'intégrer, du code. Mais la réalité, c'est que quand on a un besoin unique qui arrive, souvent quand on doit faire de la tech debt, c'est que on a un besoin qui n'était pas prévu ou qui n'a pas été vraiment pensé pour. Et très souvent, faire du code dont on peut se débarrasser après pour justement quand on a le temps de réimplémenter une solution propre. Des fois, c'est plus simple d'avoir du code où on dit OK, ça, c'est un module qu'on sait qu'on va éjecter et qu'on va devoir le refaire parce qu'on en aura besoin dans le futur et comme tu dis, ou pas. Et c'est justement ce ou pas, dès le moment où vous dites ou peut-être pas, bah, à ce moment-là, il faut se dire OK, dans ces cas-là, on part et on peut se permettre de faire un code qui potentiellement va être éjecté complètement. Alors après, il faut faire attention parce que c'est là où il y a le petit attention, le warning qui arrive, c'est que le moment où on dit oui, c'est du code qui va être éjecté ou qui peut être éjecté et on se rend compte qu'en fait, ça rentre dans la structure principale et que ça fait partie de l'architecture, c'est là où du coup on rentre dans la zone rouge et c'est là où il faut se dire: «OK, là par contre c'est qu'on a un problème». Donc soit c'est que les personnes qui ont pris la décision ne sont pas conscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Donc généralement, ça va pas être les équipes techniques qui vont le mettre en avant, ça va plutôt être les décisionnaires qui ne sont pas des techniciens qui vont dire: «Non, non, mais ça marche, on le garde». Alors, bah oui, mais le problème c'est que dans le futur, ça va coûter. Donc c'est pour ça que bien savoir estimer sa tech debt et savoir où on en est, c'est important. Une des raisons aussi pour laquelle c'est compliqué, c'est que la tech debt n'est pas forcément du code dont on le sait, mais ça va être aussi, par exemple, de la complexité qui va être amenée dans le système. Et donc, si on prend l'exemple, aujourd'hui, on va prendre un exemple simple. Vous avez 5 développeurs, on va dire que d'une manière magique, vous arrivez à toujours sortir exactement la même quantité de travail pour les features que vous livrez toutes les 2 semaines. Si aujourd'hui vous avez une vélocité de 1, on va dire, voilà, c'est-à-dire que 5 développeurs vous donnent un incrément toutes les 2 semaines. Si jamais vous continuez à faire de la tech dev mois après mois et que vous continuez pendant un an, et bah, du coup, au bout d'un an, il y a de très fortes chances que pour les 2 mêmes semaines travaillées avec ces 5 mêmes ingénieurs, vous ayez plus une vélocité où on va dire un incrément de 1 qui sorte, mais un incrément de 0,9 ou 0,8. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous arrivez à 0,8? Alors, on parle toujours mathématiquement, c'est pas de l'arithmétique parfaite, mais vous allez rajouter un développeur. Donc maintenant, vous avez une équipe de 6 développeurs qui consomme toujours 2 semaines de boulot et qui vous sort toujours un incrément de 1. Et là, vous dites: «Oh là, mais c'est pas normal. Si j'ai un ingénieur en plus, je devrais être à 1, 2. Bah non, parce que du coup, la tech dev va faire que vous allez ralentir et le plus de temps va passer, le plus votre système va continuer à être construit sur des briques qui sont complexes ou bah, de la tech dev qui du coup n'est toujours pas résolue et bah, du coup, vous allez continuer à rajouter plus de développeurs pour garder une vélocité qui est la même et généralement, c'est pas du tout bon parce que vous voulez avoir l'inverse, c'est-à-dire un code où vous avez le maximum de code qui est réutilisable, qui est de plus en plus facile, où la complexité descend à la place d'augmenter. Et donc, vous espérez qu'avec 5 développeurs, dans le futur, vous arrivez à sortir 1.2, 1.5 incréments parce que bah, vous comprendrez mieux la code base et tout ça. Donc, c'est un gros point à faire attention avec ça, c'est que plus on garde de tech debt et plus on vit avec, plus ce sera difficile de l'extraire parce que ça va faire de plus en plus partie du cœur de l'architecture ou de votre application. Donc c'est vraiment un point à faire attention. C'est pour ça, toujours être conscient de sa tech debt et toujours savoir l'estimer, c'est extrêmement important. Je me rappelle, je sais plus si on avait, c'était le shameboard ou je sais plus comment on l'appelait chez Arthos, à Ventus. On avait on avait un pan de mur en fait où c'était tout simplement des post-it sur tout ce qu'on savait qui était pas bon, qu'on avait de tech debt et qu'on voulait éliminer. Et bah le truc, l'idée, c'était de marquer comme quand on marque la taille des gosses ou quand on est petit et qu'on note sur un mur la hauteur. Et ben, c'est simplement de laisser les post-it. Et si on voit que les post-it commencent à monter au-dessus de la ligne et mois après mois, ça continue à monter, c'est généralement pas un bon signe parce que c'est-à-dire qu'on crée plus de tech debt qu'on est capable d'en retirer. Et donc ça, c'est tout bête, mais ça permet visuellement de se rendre compte si on est en train de créer plus de tech debt qu'on en retire et donc de pouvoir un peu tirer la sonnette d'alarme en disant attention, on crée plus de tech debt qu'on en retire.
Donc voilà, c'est un truc tout bête, mais ça permet de garder un œil constamment sur la tech dev et savoir où on en est. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce wall of shame à Arthos, mais oui, c'était assez créatif. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait du vrai agile avec des vrais post-it. Tous C'était les assez murs étaient marrant. remplis. Tous les murs étaient blindés de post-it, mais effectivement, on avait ça. Et il y a ce truc un peu de. Je trouve que ça démystifie un peu aussi la dette technique, quoi, parce que t'arrives sur le mur avec ton post-it, là, il y a tout le monde qui te regarde. Ouais! Mais bon, on sait que bon, bah, va falloir payer au bout d'un moment, quoi. Et parce que ce que tu disais avec l'exemple des vélocités, finalement, ça me fait penser exactement à de la dette quand en fait tu dois payer des intérêts constamment tant que tu l'as pas repayé. Alors que si tu fais les choses bien, euh, alors après il y a d'autres concepts. De toute façon, la complexité de ta base de code va grossir de toute façon. Donc, au bout d'un moment, Bien il sûr. va falloir plus de développeurs. Mais il y a si tu te débrouilles bien pour payer bien ta dette technique et même faire ensuite des efforts pour faire du refactoring et améliorer et revenir sur le truc que tu as fait avant pour ben, les rendre plus génériques et tout, là, c'est quasiment de l'investissement finalement. Donc, c'est comme ça que tu finis par, avec le même nombre de personnes, aller plus vite, plus loin, plus rapidement, quoi. Finalement, tu as vraiment cette notion d'investissement et d'intérêt dans les deux sens, quoi. Payer des intérêts ou recevoir des intérêts quelque part. C'est ça. Donc du coup, sur la partie estimation, donc il y a, bah, déjà simplement demander à vos ingénieurs, faites, voilà, un meeting, mettez les choses bien en place, puis vous demandez, voilà, dans notre système aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faudrait refactorer? Si c'était le cas, essayez de les pondérer en termes de temps, combien de temps ça nous prendrait pour vraiment se rendre compte concrètement de ce que ça coûte et surtout, et c'est là après où c'est vraiment le plus important, c'est de prioriser en termes de, bah, un peu l'idée, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui nous bloque ou nous prend le plus de temps ou voilà et nous coûte le plus cher et qu'est-ce qu'on pourrait repayer le plus rapidement. Et du coup, d'avoir une liste vraiment, un backlog littéralement qui est ordonné avec 2 axes. L'axe qui est combien ça nous coûte aujourd'hui de garder ça et combien ça nous coûterait de le supprimer. Et bah, il y a des trucs où en gros, dès que vous avez un ratio qui est de plus de 1, c'est-à-dire bah, je sais pas, ça nous coûte, voilà, ça nous coûte une semaine en plus tous les mois parce qu'on l'a et ça nous coûterait un mois à la réduire. Bah, vous savez que voilà, en un mois, bah, vous allez repayer cette dette-là, enfin ce cet item-là, cet artefact-là précisément. Vous savez que ça vous coûte un mois de le repayer et après ça, vous économisez une semaine. Et donc là, enfin, c'est quasiment un no-brainer. Vous savez qu'il faut sauter dessus le plus tôt possible. Et après, voilà, vous pouvez commencer à mettre en place un échéancier. C'est incroyable cette métaphore filée. Vous pouvez mettre en place un échéancier pour savoir ce que vous pouvez repayer dans quel temps. Et surtout, bien évidemment, pendant que vous faites ça, gardez un œil sur s'il y a de la tech debt supplémentaire qui est rajoutée. Donc voilà, c'est une très bonne technique pour garder un œil dessus Ouais. et avoir un Ma, plan pour la réduire. mm, mm. Ouais, ma façon de garder ça, de garder un œil dessus vraiment au quotidien, c'est un truc que j'ai pris de la formation Kanban qu'on avait fait, où on parle en Kanban, quand on fait du Kanban vraiment sérieux, quoi, dans la théorie, il y a l'idée de coût de délai. Donc, quel est Mmh. le cost of delay d'un item? Et il y a un cost delay qui est en anglais, c'est les intangibles. Donc, en gros, c'est un truc qui va venir te mordre au bout d'un moment. Tu sais pas trop quand. Pour l'instant, ça te coûte pas grand-chose de le Ouais, repousser à plus tard. Mais tu sais que le jour où ça va te tomber dessus, le coût que ça te coûte va exploser, en fait. Donc, c'est pas un intérêt que tu payes linéairement. C'est mmh, un intérêt qui te coûte pas grand-chose. Mais par contre, un jour, ça va venir, il y a les huissiers qui vont débarquer, quoi. ouais, Et donc, normalement, il me semble en Kanban, en théorie Kanban, quand tu as un coût de délai différent, ça rentre dans une autre classe et du coup, mmh, tu es censé avoir une swim lane différente. Donc, une swim ouais, lane, c'est bah, quand vous avez votre joli tableau Kanban avec To Do Doing Done et j'espère plus de choses. Ben, en fait, vous n'avez pas juste un seul tableau, vous avez plusieurs tableaux les uns sur les autres avec les mêmes ou pas forcément colonnes, mais vous êtes censé avoir tout ça en même temps. Et bref, moi, j'ai toujours au moins deux swim lanes. La swim lane produit classique, potentiellement plusieurs si on veut si on a différents stakeholders, etc., peu importe. Et toujours une swim lane dette technique qui est là. Et tous les matins, quand on fait le stand-up, quand on regarde le board, on regarde la dette technique. Et normalement, sur un tableau Kanban, on a des maximums. mmh, Moi, j'aime bien mettre un minimum sur cette swim lane. ouais, C'est dire,
il y a tout le temps au moins un item dans cette liste. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de bosser sur la dette technique. Et de rentrer ça de le formaliser vraiment et de mettre des limites minimum et maximum, ça nous force vraiment à le prendre en compte, même dans la roadmap produit, quoi. C'est aujourd'hui, OK, là, on va bosser sur ça, la prochaine, le prochain cycle ou peu importe. Et ben, et si ça rentre pas dans les cases, si mathématiquement le board nous dit c'est pas possible, et ben, c'est parce que ben, on n'a pas pris en compte la dette technique ou que voilà, et ça force et ça rend aussi le truc plus facile parce que bah, c'est là, le backlog il est là, les développeurs ils savent comment créer des tickets Jira. Donc voilà, quand ils achètent de la dette technique, boum, ou quand ils en découvrent, parce que bah, parfois justement tu découvres un truc qui a été fait il y a 3 ans et que tu dis ça a cassé un jour, bah tu le mets là et puis comme ça tu y penseras. Ah non, c'est aussi c'est une bonne approche de toujours l'avoir. C'est un peu comme il y a d'autres principes comme ça, mais pareil comme les tests, ça va toujours plus vite de pas en écrire, mais à nouveau, c'est un peu l'intangible comme tu parlais, intangible. Oui, c'est ça, non. Est-ce qu'on peut dire intangible en français? Je Le non crois, pas mais ouais, c'est ça. je sais pas comment je traduire, mais c'est comme les tests, c'est-à-dire qu'évidemment, vous irez toujours plus vite à livrer une feature sans test. Par contre, il y a un coût inhérent qui est, la prochaine fois que vous allez itérer dessus ou quand il y aura un problème, bah, vous allez passer beaucoup plus ça va vous coûter beaucoup plus cher à réparer qu'à prévenir. Comme on dit, il faut mieux toujours prévenir que guérir. C'est à ça que servent les tests, c'est-à-dire, vaut mieux avoir, un traitement de fond et prendre soin de soi-même en permanence plutôt que d'attendre qu'il y en ait un gros truc qui pète, qui lâche et là, bah, ça va vous coûter beaucoup plus cher de le réparer donc c'est vraiment dans cette idée-là. Le troisième point aussi que je voulais juste amener, c'est tout simplement en fait alors ça dépend évidemment, je dirais c'est celui qu'il faut éviter, mais des fois on peut pas trop non plus, c'est aussi de demander un œil externe. C'est-à-dire de faire venir quelqu'un pour justement essayer de poser ces bonnes questions-là. Parce que malheureusement, vous pouvez arriver dans un niveau où, c'est un peu acquis, c'est-à-dire que voilà, on fait de la tech dev non-stop, on la repaye jamais, il y a toujours quelque chose de plus important à aller chercher. Ça peut être à cause des développeurs qui sont tout simplement résignés. Ils se disent: «Bon, bah, de toute façon, c'est comme ça qu'on fait, bah, on va continuer à le faire, c'est comme ça va pas changer». Ça peut être aussi, par exemple, des décideurs qui sont beaucoup trop attachés au toujours livrer, livrer, livrer et qui sont pas assez conscients, des enjeux technologiques que vous avez derrière et surtout qui se rendent pas compte que ça va avoir un coût pour leur business à terme et donc dans ces cas-là, de ramener quelqu'un qui va avoir une approche un peu plus éclairée et surtout neutre sur la situation telle qu'elle est, ça peut aussi être une très bonne chose à faire. C'est pas forcément une personne qui va savoir le mieux, qu'est-ce qu'il faut exactement, changer, mais c'est au moins la personne qui peut amener la discussion et pouvoir justement essayer de réconcilier, on va dire, les techs avec les décideurs ou le business avec la technique et vraiment montrer aux 2 qu'il y a un intérêt des 2 côtés. Donc bah, ouais, pourquoi et donc comment réduire sa tech debt? On en a parlé. Le point le plus important, c'est vraiment la vélocité, ne pas voilà, créer un monstre de complexité qui fait qu'un jour vous arrivez au point où vous dites: «OK, on peut plus bosser dessus parce que ça prend trop de temps. C'est pas grave, on va arriver avec la V2, V3, V4. Quand est-ce qu'elle sort? Oh bah, j'espère que nos petits-enfants, auront la chance de l'utiliser». Ça, c'est typiquement que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de tech debt. Le moment où vous pouvez plus refactorer votre système parce que vous en avez trop, c'est justement que vous avez complètement ignoré la tech debt pendant des mois, voire des années et vous voulez jamais vous retrouver dans cette situation-là, surtout d'un point de vue business parce que ça veut dire que, bah, pendant, des mois, il y a plus rien qui sort et vous êtes juste en train de retaper un système ou alors que vous avez la moitié de vos équipes qui sont en train de faire une V2, pendant que les autres continuent à faire des features que vous allez devoir toujours rajouter sur la V2 une fois qu'elle sera sortie. Quand vous vous retrouvez dans ces cas-là, c'est vraiment que vous êtes pas foutu, mais que vous êtes pas dans une bonne position. Hem Et aussi, bah, c'est tout simplement pour pouvoir continuer à itérer de manière de garder, on va dire, une constante au niveau des nouvelles features que vous pouvez sortir et bah, tout simplement un intérêt compétitif par rapport à la concurrence ou par rapport à l'innovation que vous amenez, de toujours pouvoir continuer à avancer et pas devoir stopper de manière brusque à un moment pour pouvoir, bah, remettre tout à flot, quoi. Mmh mh. Ouais, si on reprend l'idée du taux d'endettement, voilà, tu veux toujours être en train de rembourser un peu tes dettes pour pouvoir, si besoin, pouvoir en racheter, en même temps, quoi. Donc, l'idée, c'est évidemment c'est pas de pas avoir de dette technique, mais c'est de garder la dette à un niveau constant. Donc, tu es toujours en train d'en repayer un peu et comme ça, s'il y a besoin, à un moment d'aller pousser un petit peu plus vite et beh, hop, tu peux te permettre d'en racheter et c'est bon. Petite question pour essayer de conclure, je pense que ça va toucher un petit peu à tout en même temps. MVP. Est-ce que quand tu fais un MVP, tu es obligé d'acheter de la dette ou pas?
Alors, ça Ou va est-ce être que le il ou est-ce qu'il faut vraiment pas? bah, c'est la grande question. Du coup, c'est ça dépend. C'est-à-dire que, comme toujours, j'imagine, mais en gros, pour moi, il y a 2 cas de figure. Il y a le MVP où c'est vraiment genre, je jette un caillou dans la mare et je jette, voilà, je jette mon hameçon, je vois si ça mord. Dans ces cas-là, vous allez plutôt avoir une approche où l'idée, ce sera d'avoir plusieurs petits MVP le plus rapidement possible parce que vous êtes vraiment en train de tâter le terrain. Et dans ces cas-là, la dette technique, je dirais, elle est bonne si on reprend l'approche où on se dit: «Ce que je fais, c'est en gros du code que je peux jeter assez facilement, que ça me coûtera pas de le garder». Dans ces cas-là, c'est OK. Si maintenant vous avez un marché qui est clairement identifié, vous savez que votre produit va rentrer et vous savez, enfin, vous avez des indicateurs très clairs que ça va fonctionner et que c'est que le début et que vous allez itérer dessus. Dans ces cas-là, j'imagine qu'il y aura toujours de la dette technique, mais là, il faut vraiment la minimiser. C'est vraiment je pense, les 2 cas de figure. Là, pour le coup, ça dépasse, on va dire, l'approche de la technique. C'est vraiment au niveau business, à quel point vous êtes, et je ne parle pas juste de la confiance, de dire: «Oui, oui, ça va marcher». C'est vraiment, est-ce que vous avez des indicateurs forts que ce que vous allez faire va s'ancrer et va rester? Si c'est le cas, essayez vraiment de négocier la dette technique au plus bas possible, même si ça vous coûte d'avoir un petit peu de retard dans le lancement du produit. Si maintenant vous êtes vraiment dans l'idée de vous dire: «On n'a aucune idée si ça va marcher, mais il faut vraiment le tenter», dans ces cas-là, la dette technique, c'est OK, parce que si vraiment ça marche, vous pouvez vous permettre peut-être d'avoir quelques semaines, voire quelques mois où vous repayez cette dette technique-là assez rapidement. Et je parle d'étaler des semaines sur les. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé. Vous pourrez étaler le fait de repayer la dette technique de plusieurs semaines sur plusieurs mois parce que ça va marcher, parce que vous avez des fonds qui vont rentrer, parce que vous pourrez peut-être prendre un ou deux ingénieurs en plus et vous allez pouvoir accélérer votre croissance. Maintenant, si vous savez vraiment que ça va marcher, que vous avez vraiment quelque chose de l'or dans les mains et que ça va tenir, là, essayez de réduire au maximum vos dettes techniques, quitte pour le coup à payer quelques semaines en plus avant le lancement du produit, pour économiser sur la dette technique. Parce que clairement, si c'est un produit qui va marcher, très rapidement, vous allez devoir itérer. Et donc, dans ces cas-là, le moins de technique vous avez au lancement, le meilleur sera le plus rapidement, vous pourrez faire vos itérations de manière propre. Donc, euh, Mmh. donc voilà. Effectivement, donc ça dépend d'un point de vue business, comment ça se passe et puis le business, ça peut aussi vouloir dire, là on sait que ça va marcher et un cas que je peux voir, c'est on sait que ça va marcher et surtout il faut qu'on se positionne super vite. C'est là où C'est ça. ça rejoint un peu l'agilité quoi. Finalement, on a tendance à dire: «Ouais, l'agilité, tu vas super vite» et puis, du coup, c'est un peu l'agilité non contrôlée, ça crée de la dette technique, à foison quoi. Donc, C'est ça. quand on dit MVP, ça peut effectivement, il y a plusieurs. Il y a le MVP, je fais une expérience et on voit ce que Mhm. ça donne. Il y a le MVP, là, ça, il faut que ça sorte parce qu'il y a un risque business si ça sort pas, ou on veut aller chercher, il y a une opportunité business. C'est ça. Là, il faut y aller, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait et déjà avoir un plan pour la payer, quoi. Ça me fait penser à Threads, le concurrent Oui. de Twitter chez Facebook. Ils ont sorti leur première version. Vraiment, ça a duré quoi, quelques semaines, quelques mois. Ils ont pris les meilleurs, mais ils n'étaient pas beaucoup. Et ils ont pris un max de dette technique sûrement pour aller aussi vite avec si peu de gens. Mais par contre, les serveurs sont pas tombés. Ils ont abordé des millions de personnes. Alors ils s'appuient sur une infrastructure qui est énorme. Mais j'imagine que il y a dû y avoir un petit peu de discussion en interne pour réfléchir ça, faire un MVP qui fonctionne, qui ait pas trop de features. On en a beaucoup parlé. Il y avait beaucoup de features qui manquaient, Mhm. mais en même temps, c'était attendu. Et puis, les nouvelles features, maintenant, pour les sortir, par contre, pour commencer à itérer, on sent qu'il y a quand même eu beaucoup de dettes techniques qui a dû être bien repayées en interne entre-temps. Mais au moins, l'application n'est pas tombée. Ça leur a permis de se positionner sur le marché et finalement, encore une fois, c'est quelle est la mission, quoi. Est-ce que si la mission du MVP, c'est pour onboarder des millions de personnes et montrer un statement au marché qu'on est là, du coup, tu as intérêt à mettre l'accent dessus et que ce point-là, il fonctionne, alors que finalement, le nombre de fonctionnalités, une fois que tu as les utilisateurs qui sont captifs et que tu as bien relié ton compte Insta, etc., finalement, la mission, elle est remplie, quoi. C'est ça. Très clair, on a fait le tour. Ouais, et le dernier point que je voulais juste, bien éclaircir, je pense que, enfin, personnellement et de mon expérience, toutes les personnes qui vous diront qu'ils peuvent, livrer un produit sans aucune dette technique,
Généralement, c'est des produits qui ne marchent pas ou des produits qui seront livrés beaucoup trop tard. De mon expérience et des produits que j'ai vu fonctionner et que j'ai aidé à construire et qui ont fonctionné, il y aura toujours une pression au niveau du marché qui, lui, vous attend pas et du coup, il y aura toujours, on va dire, une souplesse technique à adopter. Donc la question, c'est pas tant: «Est-ce que je dois faire de la dette technique?» mais c'est surtout: «Comment je suis conscient de ma dette technique et comment je m'arrange pour pas qu'elle me coûte trop cher?» et c'est vraiment ça les bonnes questions à se poser. Si vous posez la question: «Comment ne pas faire de dette technique?» c'est généralement soit que vous êtes sûr, vous travaillez pour un gouvernement qui clairement sera toujours là et auquel cas c'est une question à se poser. Mais dès le moment où il y a de la compétitivité, dès le moment où il y a un marché avec de la concurrence, vous aurez pas le choix que d'essayer d'être toujours le 1er arrivé sur le marché. La question et la qualité de vos ingénieurs, ce sera vraiment comment est-ce qu'ils arrivent à jongler avec cette dette technique plus que comment ils arrivent à ne pas en avoir. Donc voilà. Ouais, c'est toujours un équilibre à Exactement. trouver. Le curseur est à mettre quelque part, mais il y en aura toujours, comme tu dis, plutôt parler de flexibilité, C'est ça, flexibilité technique. c'est ça. Super. Eh bien, soyons flexibles, soyons agiles, et repayons notre dette technique un petit peu tous les jours. C'est ça. Super. Donc, ben, voilà, on va conclure sans trop de transition. Pierre, où est-ce que on peut te retrouver sur l'Internet mondial? Bah, toujours sur mon site pierre.ferret-ferron.fr, heu et toi Julien? Qui sera dans les notes de l'émission. Et moi, je serai aussi dans les notes de l'émission, julien.deray.fr. Et vous nous retrouvez tous les deux sur tech-ronins.fr si vous voulez découvrir comment maximiser votre impact et vos équipes, et que vous voulez nous passer un coup de fil, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur tech-ronins.fr. À très vite, à dans 2 semaines. Salut Pierre. Salut Julien.